On reprend. On est des Strasbourgeois aujourd'hui. Je disais, on est des Strasbourgeois aujourd'hui, on attend 30 pour commencer. Donc il est pile 30. Et comme à l'accoutumée, on va passer la parole à notre secrétaire perpétuelle, Arlette, qui va nous faire le résumé de la très belle session qu'on a eue la semaine dernière. Madame la présidente, monsieur le vice-président, ah si, il est là-bas, bonjour. Euh, Monsieur Danquiri, monsieur Germain, mesdames, pour une fois, il y en a, oui, deux, oh, c'est bien. Euh, Messieurs, alors, ce mercredi 5 février, les communications libres. Jean-Marie Le Mineur de Strasbourg nous a fait l'éloge de Maurice Laude avec un enthousiasme communicatif, je dois dire. Né en 1935, Maurice Laude a été le plus jeune agrégé d'anatomie à 27 ans. Professeur d'anatomie pendant 40 ans à la faculté de médecine d'Amiens. Ses cours magistraux, d'une qualité exceptionnelle, sur le fond et la forme, ont marqué ses étudiants, en particulier ses dessins à la craie au tableau qui restent dans la mémoire de tous ses étudiants et ont fait école. Je reviens sur l'enthousiasme de Jean-Marie qui était absolument communicatif sur ce maître exceptionnel. Le professeur Édouard Pélissier nous a parlé de William Harvey, comment il élucida le mystère du fonctionnement du cœur. Dans une Angleterre encore dans l'esprit du Moyen Âge, il a eu l'idée de génie pour comprendre le fonctionnement du cœur, de l'observer sur de petits animaux à sang-froid. Il a montré que le cœur est un muscle et qu'il chasse le sang dans les artères, qu'il n'y a qu'un seul sang dans l'organisme et que celui-ci doit obligatoirement suivre un circuit. Alors pour ceux que ça intéresse, la vie de M. Harvey, je leur conseille de lire L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar qui relate la vie de William Harvey et ses découvertes. Le docteur Nizar Raflak de Clichy nous a parlé des nouveautés dans l'endométriose. Le diagnostic repose essentiellement sur l'échographie endovaginale, puis l'IRM pour cartographier les lésions, surtout si une chirurgie est envisagée. Le test salivaire semble intéressant chez les patientes avec une imagerie peu évocatrice. Le traitement médical a pour objectif d'induire une aménorrhée qui réduit l'inflammation et la douleur. Je crois qu'il y a encore autre chose. Oui. La chirurgie d'endométriose profonde est préconisée en cas de douleur ou d'atteinte obstructive. Robots et hyperfréquences sont utiles dans les localisations rectales hautes et moyennes. La prévention des récidives repose sur le traitement hormonal prolongé. Intérêt des réunions multidisciplinaires dans ces indications. On avait un petit topo de rhinoplastie aussi, Arlette, juste avant. Oui, mais j'ai pris l'ordre qui était prévu. Ah oui, je l'ai oublié, pardon. Décidément, je veux l'oublier. Pardon, la docteure Sylvie Poignenec de Paris nous a parlé de la rhinoplastie de préservation, comment préserver l'anatomie du nez, permet de préserver les résultats esthétiques et fonctionnels, techniques et résultats. La rhinoplastie de préservation est née de l'idée de conserver l'anatomie originale des patients, remodelée au lieu de réséquer. Les résections de Boss entraînent des défauts exposant à des complications esthétiques et fonctionnelles. Voilà. Le docteur Faustin Tambo de Yaoundé, expérience de la prise en charge des variations gynécologiques en Afrique centrale à propos d'une série de 600 patients. L'âge médian était de 7,7 ans. Le sèche d'élevage masculin, je n'aime pas beaucoup l'expression, mais c'est comme ça qu'il l'a donné, était masculin pour 67%. Ça, c'est aussi social, puisque avoir un garçon est plus important que d'avoir une fille. Le diagnostic était des hypospadias chez les garçons, les hyperplasies des surrénales chez les filles. La chirurgie consistait à la correction des hypostases sévères chez les garçons ou la féminisation chez les filles. Avec un recul de 8 ans, les complications sont dominées par les fustules rétrocutanées. Urétrocutanées, lui est passé dans la... La chirurgie n'est jamais urgente et ne se conçoit qu'avec des équipes expertes.
le professeur Gloria Pellizzo de Milan, qui a eu la gentillesse de parler en français. La réalité virtuelle pour la chirurgie pédiatrique et au-delà, une méthode d'apprentissage et de perfectionnement technique pour les chirurgiens. Les navigations en vision virtuelle préopératoire permettent une planification chirurgicale, le développement d'une stratégie et une chirurgie sur mesure pour les cas complexes des malformations congénitales ou des tumeurs. En cours d'opération et après évaluation, le chirurgien se retrouve dans une anatomie qu'il a déjà expérimentée. Les possibilités de perfectionnement technique pour les chirurgiens sont évidentes en termes de réduction de l'erreur et de complications post-opératoires. Pardon pour mes bafouillements et merci de votre attention. Merci beaucoup, Arlette.